Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors qu'elle joue un rôle de plus en plus important dans le bras de fer avec le gouvernement sur la réforme des retraites, quelle place a la jeunesse aujourd'hui dans le débat démocratique? On posera la question à la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du SNU, Sarah El Haïry. En deuxième partie d'émission, zoom sur le Sound Explorer, une console de jeux audio qui permet de développer le langage, la motricité, la mémoire, la créativité. Sa créatrice nous explique tout en deuxième partie d'émission. Enfin, Brandon Warrett nous emmènera dans l'univers de Molière, l'incontournable des programmes scolaires. On récitera peut-être même des vers, nous verrons ensemble. Mais avant cela, on retrouve Brandon pour l'actualité en bref. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec une actualité politique. Ce week-end, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a réuni ses troupes et dès les premières minutes, il a été question d'éducation. C'était le premier congrès de son parti Horizon et pour l'événement, l'état-major de l'ancien Premier ministre n'a pas manqué à l'appel. Le patron du Modem, François Bayrou, le maire de Nice, Christian Estrosi, la première ministre Elisabeth Borne, le ministre du Travail, Olivier Dussopt ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Ils étaient tous présents et au cœur du bois de Vincennes, devant ses 3000 sympathisants, le maire du Havre avait en tête un objectif très clair et précis. La première priorité à mes yeux, celle qui s'impose avec la force de l'évidence, elle tient en 3 mots. L'école, l'école, l'école. Rien n'est plus important que ce sujet. Rien n'est plus urgent que ce sujet. Et pourtant, des sujets importants et des sujets urgents, il y en a un paquet. La vérité, c'est que notre école de la République, elle produit une distinction et une différenciation sociale qui est plus forte qu'ailleurs. Et elle est plus liée au niveau de vie des parents qu'ailleurs. Sacré résultat. L'éducation, une autre priorité du gouvernement. Selon nos confrères du Monde, Elisabeth Borne réunira en fin de semaine ses ministres et parlementaires pour parler éducation. La première ministre entend que chaque absence de professeur fasse l'objet d'un remplacement immédiat, rappelant la priorité du président de la République adressée la semaine dernière dans son entretien à TF1 et France 2. Quelques jours après une tribune de professionnels de l'enfance contre les méthodes d'éducation répressives, la psychologue visée par ces accusations répond à son tour dans une tribune. Le collectif de 280 chercheurs et professionnels reprochait à Caroline Goldman sa défense du time-out, une technique qui préconise la mise à l'écart temporaire de l'enfant comme punition en cas de conflit avec ses parents. Comme droit de réponse, la psychologue rétorque dans une tribune au point à ceux qui confondent limite éducative et maltraitance. Caroline Goldman choisit la contre-attaque en remettant en cause les compétences professionnelles de ses consoeurs et confrères. Mes détracteurs diabolisent volontairement mon travail. Les initiateurs de cette tribune sont des commerçants qui n'ont pas de patients et vivent de la vente de leurs livres de parentalité positive. Mais le soin n'est pas un commerce, conclut la psychologue dans cette longue tribune pour éteindre l'incendie de cette polémique. Autre sujet, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à gérer son argent et l'initiation commence dès le plus jeune âge pour les enfants selon l'éducation nationale. C'était l'objectif de la semaine de l'éducation financière organisée chaque année par la Banque de France et l'éducation nationale un peu partout dans les collèges et les écoles. Des professionnels qui vont à la rencontre des élèves pour leur parler argent. Objectif, sensibiliser. C'est des choses très concrètes et j'espère qu'en effet c'est un atelier qui leur sera utile pour les années à venir. Si on arrive à sensibiliser dès le plus jeune âge, on espère avoir moins d'accidents de la vie, susciter des réflexes sur les terrains budgétaires et financiers pour que chacun gère au mieux son quotidien. Et pour sensibiliser les élèves, des ateliers ludiques et pédagogiques étaient organisés. Apprendre en jouant, c'est la mission de cette initiative qui prépare les futurs citoyens en leur donnant les bons réflexes pour prévenir notamment sur les risques d'endettement et les arnaques financières. On ouvre une page internationale à présent en Afghanistan où la rentrée scolaire a débuté, mais en l'absence de filles. Depuis la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021, les collégiennes et lycéennes n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Elles restent bannies pour la deuxième rentrée scolaire consécutive. Il y a 3 mois, c'était au tour de l'enseignement universitaire de subir de plein fouet le durcissement du régime islamiste à l'encontre des femmes. Selon les Nations Unies, plus d'1 million de jeunes filles ont été évincées des classes d'école pour cette nouvelle année scolaire. Il y a quelques jours, Catherine Russell, la directrice générale d'UNICEF, a envoyé un message aux autorités afghanes. Les filles doivent retourner à l'école immédiatement. Cette interdiction constitue une nouvelle et sinistre étape dans l'érosion constante des droits des femmes dans le pays. Pour les experts de l'ONU, la fermeture des écoles pour les filles provoque une augmentation sans précédent du nombre de mariages d'enfants. Enfin, restons à l'étranger pour terminer ce journal. Cela paraît invraisemblable, mais depuis hier, le Liban a plongé dans une nouvelle crise à cause du changement d'heure.
Bienvenue au pays où vous vous réveillez sans savoir l'heure qu'il est. Le Liban devait passer à l'heure d'été comme chaque année, mais le gouvernement a décidé à la dernière minute de repousser ce changement d'heure. À l'heure du Ramadan, l'objectif est de permettre aux musulmans de rompre leur jeûne plus tôt dans la journée. Cette décision a provoqué la colère des responsables chrétiens, à tel point que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas suivi son chef de gouvernement, laissant la liberté à l'ensemble des établissements scolaires de choisir le fuseau horaire qu'ils désirent. Les universités, quant à elles, ont décidé de ne pas s'aligner sur la montre du Premier ministre. Cette confusion provoque une situation ubuesque, comme en témoigne cette image à Beyrouth, avec l'horloge du sérail à l'heure d'hiver sur votre gauche et l'horloge de l'église à l'heure d'été sur votre droite. Une situation inédite dans un pays déjà marqué par une profonde crise économique et financière. Merci Brandon. La secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry, est notre invitée du Grand JT. C'est tout de suite. Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous recevoir pour la seconde fois ici sur School TV. Depuis ce matin, l'université de Paris-Dauphine, donc qui se situe à Paris, dans le 16e arrondissement, est bloquée par les étudiants pour dire leur désaccord avec cette réforme des retraites. Ils ne sont pas les seuls, on le sait. Mais l'université n'avait jamais été bloquée jusqu'ici. C'est une première. Est-ce que vous sentez-vous la contestation monter de plus en plus chez les jeunes en particulier ? Vous savez, cette réforme, ce projet de réforme des retraites a été débattu plus de 170 heures dans nos deux assemblées, Assemblée nationale, Sénat. Et évidemment, on voit une présence des jeunes, que ce soit des expressions au sein des universités, après le vote d'un certain nombre d'assemblées générales, ou même dans les cortèges. Sauf que jusque-là, les cortèges étaient très calmes, très respectueux, grâce à l'organisation des organisations syndicales. Et là, on voit d'autres choses. On voit des mouvements peut-être plus violents, qui ne respectent pas les règles. Et pour le coup, je crois qu'il faut faire attention et ne pas légitimer ces excès de violence, parce que ça n'a pas sa place dans notre débat démocratique. Mais pour revenir au cœur de la mobilisation de la jeunesse, je crois qu'elle se questionne beaucoup sur le processus démocratique du chemin de cette réforme. Donc vous le comprenez, c'est les 1149.3 qui font ça. Est-ce que vous comprenez ? J'entends, mais je pense que notre mission, c'est aussi d'expliquer pourquoi et qu'est-ce que le 49.3. Au-delà, je veux dire, du simple article constitutionnel. Moi, ce que je me refuse d'entendre, c'est que le 49.3, c'est un passage en force. Ça, c'est faux. Je l'entends beaucoup trop dans les manifestations. Et je l'entends parfois dans la bouche de jeunes qui sont parfois, franchement, très mobilisés, très engagés. On voit que ça les touche. Mais on peut pas ne pas répondre et apporter un éclairage. Le 49.3 est engagé par le gouvernement quand on considère qu'une réforme est absolument essentielle. Et donc, on met en contrepartie, c'est ce qu'on voit, une motion de censure. C'est-à-dire que le gouvernement engage sa propre responsabilité. Mais cette réforme des retraites, au-delà d'avoir été votée par 2 fois au Sénat et ensuite en commission mixte paritaire, a été avec une obstruction de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Nous souhaitions qu'elle puisse être votée. Le 49.3 n'est rien d'autre que le fait de prouver que cette réforme est nécessaire pour ces jeunes. Vous voulez dire que c'est un processus démocratique, le 49.3, c'est ça qu'il faut rappeler, évidemment, que c'est bien sûr constitutionnel. Et constitutionnel, et que ce n'est pas un passage en force. Et c'est un exercice, le 49.3, c'est un outil de notre Constitution qui a été souhaité par le général de Gaulle à l'époque, pour permettre de construire des majorités. Est-ce qu'une majorité alternative a été visible ? En tout cas, c'est construite. La réponse est non. Mais alors pourquoi les jeunes, et pas que, bien entendu, évidemment, bien sûr. Les personnes qui sont dans la rue, il y a 75%, voire 80% des Français qui sont contre, disent en tout cas qu'ils sont contre cette réforme des retraites. Pourquoi les jeunes précisément, puisqu'on s'attelle à parler des jeunes ici aujourd'hui, pourquoi les jeunes précisément disent c'est contre-démocratique ? Pourquoi ils se sentent complètement exclus de cette discussion, de ce dialogue démocratique ? Vous savez, moi ce que je vois, c'est que pendant longtemps, pendant ces mobilisations, les jeunes n'étaient pas dans les cortèges. Et puis, les jeunes sont rentrés dans les cortèges assez tardivement, en réalité, dans le cadre de la réforme des retraites. Parce que, dans le fond, c'est le process démocratique qui n'est pas totalement bien compris. Et donc, on entendait ce passage en force. Pardon, mais pourquoi il n'est pas bien compris, Sarah El Haïry ? Parce que nous Encore avons une fois, besoin... excusez-moi, mais vous êtes engagés, nous le sommes aussi d'une certaine façon, nous les journalistes, et les citoyens le sont aussi. On voit les jeunes dans la rue, on les voit de plus en plus engagés, et tant mieux, et on va en parler ensemble juste après, mais quand ils disent, on voudrait ce dialogue, on voudrait que vous entendiez les jeunes qui ne sont pas contents, qui hurlent et qui prennent en main leur avenir. Moi, je fais déjà, je prends ça avec cette colère ou cette écoute de manière
très objective et très quotidienne. Moi, je suis sur le terrain, je discute avec ces jeunes, je discute avec les organisations syndicales de jeunesse aussi. Mais attention, ce n'est pas tous les jeunes. Les jeunesses, elles sont bien diverses. Moi, j'ai des jeunes qui sont en alternance et qui, pour le coup, ont envie, ont besoin de travailler. Et je comprends l'effort que demande la réforme des retraites. La réforme des retraites est une réforme nécessaire d'effort, qui demande un effort aux Français, mais qui est faite pour les jeunes eux-mêmes. Et donc c'est là où il faut être dans un dialogue construit et surtout ne pas refuser d'entendre cette colère et cette peut-être incompréhension qui est présente. Mais rappelez qu'aujourd'hui, si on ne fait pas cette réforme des retraites, demain, les pensions baisseront ou il y aura des augmentations d'impôts. Et donc c'est pour eux, parce qu'aujourd'hui, c'est sur du crédit qu'on paye notre retraite. Et donc, si tu n'as pas cet échange franc, direct, c'est compliqué de créer de l'acceptabilité globale. Et la réforme des retraites, et c'est là où il y a un enjeu de démocratie plus large. Nous avons besoin, au-delà de ce sujet exclusif, eh bien, de redonner une bonne santé à notre démocratie. Aujourd'hui, le vote, l'expression démocratique, est de plus en plus basse chez les jeunes. Et même les 18-25 ans. Il se trouve que dernières élections régionales, 9 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés pour s'exprimer. Là, ils se déplacent en tout cas. Là, ils sont dans la rue. Oui, ils sont dans la rue. Ils ne sont pas tous dans la rue. Ils sont plutôt, dans une demande peut-être de démocratie plus directe, d'une expression plus vive. Et ce que je leur réponds et ce qu'on leur dit, c'est on ne peut pas dire que c'est un passage en force parce que l'exercice démocratique a eu lieu et aujourd'hui nous attendons les retours du Conseil constitutionnel qui donnera la réponse sur la forme. Fin avril, il me semble, et peut-être plus tôt. Au plus tard, effectivement, et qui donnera la mise en œuvre sur le fond de l'exercice et du texte. Mais attention, votre expression sur le fond ne peut pas et ne doit pas, compliquer, tendre la relation aux élus ou remettre en question la légitimité démocratique de ce texte. Bon, si elle est remise en question, il faut quand même l'écouter et l'entendre, et vous êtes évidemment la première à le faire. Lorsque vous discutez avec ces jeunes-là et qui vous parlent de, pardon, mais l'arrogance, je n'y mets pas mon point de vue, je suis journaliste, je parle de l'arrogance d'Emmanuel Macron et peut-être de certains politiques. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, présentez-vous, engagez-vous, soyez les acteurs politiques que vous souhaitez pour votre pays. Et attention, encore une fois, moi je mets beaucoup de distance, je regarde vraiment ces jeunesses dans leur diversité. Moi ce que je vois, c'est effectivement des jeunes qui parfois tiennent des propos comme celui-là, c'est vrai. Mais je vois aussi des jeunes qui, pour le coup, sont dans un contrat d'engagement jeune et qui disent, en fait, moi vous m'avez juste pas oublié et j'arrive à m'en sortir. Je vois des jeunes qui sont en internat d'excellence, je vois des jeunes en service civique et je vois des jeunesses. Et donc je pense que le plus dur, le plus violent, si j'osais le terme, ce serait de les mettre dans un bloc et dire qu'ils ont qu'une seule, une seule analyse, une seule vie. Non, nos jeunesses, elles sont diverses. Et pour une partie d'entre elles, elle est politisée. Et évidemment, elle a une expression. Et une expression, parfois, de mouvements de jeunesse politique. Les propos que vous venez de rapporter, moi, je les ai aussi entendus dans des manifestations de jeunes avec des étiquettes pour certaines syndicales, pour d'autres de partis politiques. Qu'un jeune insoumis dise ça, sincèrement, il est dans son discours politique. Vous dites que c'est de la politique politicienne, c'est pas quelque chose de sincère, vous pensez ? Non, je ne remettrai jamais en question la sincérité d'un engagement. Moi, je suis une militante. Et donc, moi aussi, j'ai une analyse politique, parce que j'ai un idéal de société. Mon parti politique, il est démocrate, c'est le mouvement démocrate. Enfin, on croit à une expression directe, à comment on fait vivre une démocratie en bonne santé, c'est-à-dire une expression plus large, plus de personnes qui votent, la reconnaissance peut-être du vote blanc demain, voter autrement, permettre une citoyenneté plus forte et plus jeune. C'est ça, moi, mon engagement. On va en parler justement précisément, de l'engagement justement des jeunes, puisque je sais que vous êtes au cœur de cette même engagement en tant que secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du service national universel. Ça, c'est une autre partie aussi de notre entretien. Mais je voulais revenir juste une dernière fois sur cette réforme des retraites, sur ce 49.3 et peut-être ce manque de dialogue. Quand l'argument principal énoncé est de dire que la démographie est en baisse et que donc fatalement on est obligé de faire cet exercice de repenser les retraites. Quel est le point et pourquoi les jeunes ne vous comprennent pas ? Ce n'est pas que les jeunes. La réforme des retraites est une réforme nécessaire. Je veux dire pourquoi ? Le choc démographique, bien sûr. En 1970, quand quand les retraites sont construites, on avait à peu près 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,5 actifs pour un retraité. Donc ça, c'est objectif. C'est simplement objectif. Ensuite, il y a une réalité qui dit que on travaille, on vit de plus en plus longtemps en bonne santé, donc on a plutôt vocation à vivre plus longtemps, donc peut-être certainement à travailler plus longtemps. Mais surtout, il y a, pendant la campagne présidentielle, l'explication d'un projet. Alors moi, j'ai totalement conscience, bien sûr, que toutes les personnes qui ont voté pour nous, pour notre majorité au second tour de l'élection présidentielle,
l'avait peut-être pas fait, certainement, sur tout notre programme, puisqu'il y avait face à nous l'extrême droite. Mais au moment où on refait nos élections législatives, c'était à nouveau dans notre programme. Mais il n'y a pas une majorité totale. Non, mais nous restons le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et je repose ma question, quelle est l'alternative ? Est-ce que c'est l'alliance des extrêmes, extrême droite et extrême gauche ? C'est ça, la réalité. Et l'alliance de l'extrême droite et de l'extrême gauche a tenté de construire une majorité alternative pour la motion de censure. 9 voix de différence, ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais il faut revenir à la raison initiale de pourquoi on fait cette réforme des retraites. Ça ne nous fait pas plaisir, ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas un totem. C'est que nous ne voulons pas de brutalité de baisse des pensions, comme certains pays européens ont dû le faire. Et surtout, nous assumons peut-être avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de courage. Pour le coup, le président de la République prend beaucoup de courage pour faire ça, parce qu'il aurait pu effectivement s'en passer et dire le prochain aura à le faire. La réalité, c'est que quand tu gouvernes, tu dois prévoir. Et prévoir, c'est parfois prendre des décisions qui sont nécessaires et qui ne sont pas... Effectivement, ça a moins d'élan, mais c'est aussi ça être en responsabilité. Quand t'es parent, tu prends soin de tes enfants, et parfois quand tu les éduques, tu dois un peu les gronder, parfois poser des règles, parfois les accompagner dans un apprentissage qui est nécessaire. Et là, ce ne sont pas les enfants, ce sont des citoyens qui sont justement majeurs. La comparaison est certainement peut-être est pas bonne, mais je vous dis juste que quand on s'engage, quand on aime les gens pour qui on le fait, et le président de la République aime les Français, il aime la France, et c'est pour ça qu'il fait aussi le choix qu'on puisse porter des réformes qui sont parfois difficiles, pas spécialement populaires, mais nécessaires. Vous parliez de brutalité à l'instant, ça me permet de rebondir sur la brutalité que l'on voit justement dans la rue en ce moment. Ces jeunes qui sont très engagés disent aussi, oui, de temps en temps, on est un peu brutaux. Alors, on pense aussi par exemple à la dernière rénovation sur les enjeux climatiques, des actions coup de poing qui peuvent effectivement déplaire ou pas. Quel est votre avis sur la question ? Est-ce qu'on peut réussir à imaginer un retour à l'apaisement dans les prochains jours ? Car la France, quand même, ne va pas bien du tout, peu importe les lieux, que ce soit les grandes villes ou même certains petits villages. Moi, je suis convaincue qu'on peut et on doit trouver de l'apaisement. Mais comment ? En dialoguant, en retrouvant la table des organisations. C'est le manque de dialogue qui est justement énoncé aujourd'hui. Il faut le reconstruire. Regardez, le président de la République a ouvert la table aux organisations syndicales. Il a dit qu'après la réponse du Conseil constitutionnel, parce que la procédure... Aujourd'hui, elle est lancée. Et donc, après l'avis du Conseil constitutionnel, bien sûr que les échanges continueront. Et c'est dans un mois, Sarah El Haïry. Comment on va faire pendant un mois ? On continuera. Moi, je continue à consulter. L'ensemble du gouvernement continue à travailler avec les acteurs, ça veut dire les associations de parents d'élèves, les organisations syndicales de nos milieux, donc du monde de l'éducation ou du monde associatif. Mais vous savez, je crois qu'il faut, dans un moment comme celui-là, qui est un moment qui est difficile, qui est un moment qui n'est pas simple, comprendre l'effort qu'on demande aux Français. Bien sûr que c'est un effort, bien sûr que ce n'est pas simple. Ne pas remettre en question le processus législatif, puisqu'il est institutionnel, il n'y a pas eu de manquement, c'est vraiment des articles de notre Constitution, et pour autant attendre la réponse du Conseil constitutionnel. Mais moi, je n'abandonnerai jamais l'idée que notre pays il se bâtisse sur du consensus, sur de l'union. Moi, je viens du monde des organisations syndicales, j'ai été responsable syndicale avant d'être députée, et je crois à la force du dialogue, je crois à la force de la construction d'éléments solides, parce que notre unité en dépend. Alors le vrai manquement, c'est justement l'engagement des jeunes aux urnes. On en a parlé tout à l'heure il y a quelques minutes. Ces jeunes, on les voit de plus en plus engagés sur les enjeux climatiques. C'était le premier sujet chez les jeunes pendant la présidentielle. On le voit aujourd'hui avec cette réforme des retraites. On aurait pu penser qu'effectivement, c'était plus les personnes âgées ou en tout cas en exercice qui seraient concernées. On voit que dans la rue, beaucoup de jeunes sont mobilisés. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, estimait que les jeunes avaient du mal à se projeter, à financer leurs études et surtout, il fallait leur redonner confiance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? À votre avis, est-ce qu'ils peuvent à nouveau avoir espoir et confiance avec une telle situation ? Moi, je suis convaincue que oui, parce qu'ils ont en eux, en fait, les ressorts pour... Moi, il n'y a pas très longtemps, il y a une étude qui est sortie au sein de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui montrait que l'optimisme revenait au niveau d'avant Covid. Faut rappeler que cette jeunesse, elle a vécu le Covid. Elle a vécu beaucoup de mouvements, elle a beaucoup de défis à relever. Évidemment, la transition environnementale, on a une crise des démocraties, on voit la guerre en Ukraine, on voit des mobilisations sociales dans notre pays aussi. Et tout ça les amène à se poser, d'une certaine manière, la construction d'eux-mêmes, alors même que le monde est en train de bouger. Et ce que je vois, c'est une jeunesse qui se mobilise, qui s'engage sous plein de formes différentes. Et pour ça, il faut lui donner, je pense, les ressorts. Et les ressorts, c'est l'école.
C'est la confiance dans ces institutions, c'est la confiance dans ce vieux pays démocratique qu'est le nôtre, mais qui, dans le fond, a ce qu'il faut pour construire du commun. Et c'est pour ça que je dis à cette jeunesse, quel que soit son projet, pas d'autocensure. Quel que soit son chemin, c'est pas grave si parfois on le change. Et bâtir un demain meilleur, c'est rester à la table des discussions, c'est continuer à s'engager sur son territoire, c'est voter dans ces élections locales, nationales, c'est se présenter aussi, prendre un engagement, qu'il soit syndical ou politique, mais c'est d'être un acteur. On est beaucoup plus malheureux quand on ne participe pas à la décision. Et donc notre pays le permet, mobilisons et permettons la mobilisation de tous ces jeunes en répondant aux besoins, précarité, bien sûr, avec la réforme des bourses, en répondant au repas à 1 euro pour ceux qui en ont besoin, toujours. Continuons à améliorer Parcoursup, évidemment, mais continuons aussi à créer des emplois sur les campus. Continuons à permettre le financement du contrat d'engagement jeune pour ceux qui sont le plus précaires. Permettons l'aide au permis de conduire. Et c'est ce que nous faisons. 12 milliards d'euros, un jeune, une solution. 12 milliards d'euros, c'est l'investissement que nous avons mené l'année dernière pour la jeunesse. C'est notre priorité dans toute sa diversité. 2 milliards d'euros de notre côté pour le SNU, le service national universel. Il est au cœur évidemment de votre engagement aussi, l'engagement citoyen. Vous souhaitez rendre donc le SNU, le fameux service national universel, au moins dans 6 départements dans 6 départements pour une expérimentation. Vous en êtes où? Alors pas du tout. Il se trouve que nous avons des hypothèses. Et moi j'ai présenté 2 hypothèses au président de la République après 3 ans pour le coup d'expérimentation du SNU. Une première hypothèse qui construit ce parcours de citoyenneté avant évidemment le SNU et après le SNU, avec un temps qui serait un temps scolaire. Et donc c'est les premières hypothèses. Et celle-là, elle est évidemment sur la table du président. Oui. Et donc ça serait profiter du temps de l'école obligatoire pour permettre à des jeunes de vivre la mobilité à un âge qui serait autour de 16 ans, donc plutôt autour de l'année de seconde ou première année de CAP. Pardon de vous couper, mais je rebondis là-dessus. Est-ce qu'on a le temps, malgré quand même un emploi du temps assez chargé, il faut pouvoir faire entièrement le programme. Est-ce qu'on pourrait dégager du temps en plus? Comment on ferait? Écoutez, c'est une hypothèse qui est aujourd'hui posée, qui met en œuvre le renforcement de l'éducation morale et civique, des compétences transversales qui sont développées dans le cadre du service national universel, avec par exemple l'apprentissage de l'étude des milieux, la découverte des institutions, les exercices démocratiques d'ailleurs dont on parlait, mais aussi un temps de mixité sociale et territoriale extrêmement fort, puisqu'on vient permettre des mobilités plus fortes, puisque sur le temps scolaire. De l'autre côté, il y a une autre hypothèse qui est toujours étudiée et qui est sur la table à égalité avec celle-là, qui est la valorisation des séjours de cohésion sur d'autres moments de l'année, puisqu'aujourd'hui on voit que pour accueillir plus de jeunes en lycée professionnel ou en formation professionnelle, il faut s'adapter par rapport au stage pro, c'est un exemple, mais aussi permettre des mobilités dans le temps où un jeune en contrat d'engagement ou en alternance, peut-être parfois pendant les vacances, il travaille, cette mixité, elle doit se construire sur les vacances et donc on pense à des éléments d'attractivité. Je pense à la reconnaissance dans Parcoursup, par exemple, ou d'autres éléments de ce type-là. Et une période facultative qui pourrait prendre la forme d'un service civique, finalement, ou d'un engagement dans les réserves dont vous parlez. Vous croyez que le fait de faire quelques heures en plus au service de l'État ou d'une association, on parle, je l'ai vu, vous évoquiez les Restos du Cœur, ou enfin toute association qui serait effectivement bienveillante et positive à l'égard de la société, vous pensez que ça pourrait déclencher un esprit citoyen pour certains jeunes qui ne l'auraient pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça conforte un esprit de citoyenneté, et ça, c'est pour le coup une certitude. Et puis moi, surtout, le message que je souhaite passer et ce que je porte auprès des jeunes, c'est qu'ils ont pleinement leur place. Tout à l'heure, on parlait, vous savez, de ce sentiment de comment je bâtis le pays que je veux et le plus juste. En fait, on peut tous prendre sa part en étant acteur en fait, de son territoire ou des questions d'environnement, de solidarité ou même, pour le coup, de sécurité si on rejoint, je pense aux sapeurs-pompiers ou je pense évidemment aux cadets de la gendarmerie. On peut tous prendre sa part, quel que soit son âge. Et donc c'est ce projet-là, c'est cet esprit-là de citoyenneté qu'on peut éclore sur nos territoires. Aujourd'hui, il se trouve qu'on reproduit beaucoup les engagements de ses parents. Si on veut rompre avec cette reproduction sociale, si on veut permettre l'engagement à toute une jeunesse, ouvrir le champ des possibles de ces jeunes, il faut pouvoir leur présenter l'ensemble des engagements possibles qui sont là pour eux. Lutter contre le non-recours au droit bien sûr, et le non-recours au dispositif d'engagement. Quand je vois trop de jeunes encore venus des milieux ruraux ou de milieux populaires me dire « si j'avais su que ça existait, je l'aurais fait ».
Mais alors, est-ce que c'est la responsabilité de l'État, justement, ou du ministère, en l'occurrence, de ne pas pouvoir suffisamment dialoguer? En fait, tout est une question de dialogue et de communication dans l'histoire, parce que on le voit pour la réforme des retraites. Finalement, dans la rue, les jeunes disent on ne comprend pas, il y a un manque de dialogue, il y a un manque de démocratie, il y a une rupture entre ce que dit le président, finalement, et nous, le peuple. Et là, encore une fois, on voit ces jeunes qui ne sont pas informés. Est-ce que peut-être c'est ça sur lequel il faut travailler? L'information, toujours, oui, bien sûr. C'est un énorme enjeu, un enjeu de notre... Je parle du dialogue, la discussion. Il y a les deux. Pour le coup, il y a les deux. Moi, je pense qu'il y a un problème d'information qui est réel, et c'est pour ça qu'on travaille avec la boussole des jeunes. C'est un outil qu'on a lancé. Vous savez, on dit qui on est en tant que jeune, et on vous dit quels sont vos droits. Parce qu'il faut, je pense, inverser. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont peu accessibles en termes d'information. Il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de sigles. Et notre mission, c'est que tous ces projets ne soient pas réservés aux classes sociales les plus aisées. Et je parle de capital social. Si tu as des parents à côté de toi qui sont capables de t'aider, alors tu trouveras le moyen d'aller chercher la bourse ou d'aller chercher le dispositif qui comptera dans ton CV. Si tu n'as pas cette chance-là, alors même que la France l'offre, tu n'y as pas accès. Et ça, ce n'est pas juste. Ça, c'est profondément un enjeu de justice sociale. Ça, c'est pour l'information. De l'autre côté, la question du dialogue, eh bien, en réalité, la démocratie, elle se complète. On apprend à devenir citoyen. On apprend à voter. On le devient citoyen. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on reconstruit un parcours de citoyenneté dès le plus jeune âge, et comment cette jeunesse, qui manifeste pour une partie d'entre elles, eh bien, elle prend pleinement part à l'exercice démocratique. Peut-être plus fortement. Il y en a une partie qui, par exemple, nous avons des vraies avancées en droit. L'année dernière, nous avons, avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, baissé l'âge à 16 ans pour saisir le CESE et signer. C'est une confiance dans la jeunesse. Nous avons baissé l'âge pour le BAFA, dès 16 ans également. Droit de vote pour 16 ans, vous êtes d'accord? Le débat a été ouvert déjà l'année dernière. Moi, quand je demande aux jeunes, les jeunes eux-mêmes disent non, plutôt, on a besoin d'être outillés. D'ailleurs, c'est un sondage de sociologues qui m'avait éclairé. Et puis, une partie des organisations de jeunesse disent pourquoi pas, envisageons-le. Moi, très sincèrement, je ne suis pas dogmatique. Je n'ai jamais été dogmatique sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, ça baisserait le taux d'abstention? J'en ai pas la certitude, puisque les 18-25 ans ne votent déjà pas et ils ont le droit. Donc ma question, c'est comment on fait une démocratie en quoi on a plus confiance. Et donc on va voter. La question, c'est ça. C'est l'investissement personnel, finalement. Bien sûr. Et comment tu te sens plus représenté? La fracture, elle se creuse quand tu ne vas pas voter et qu'après, tu considères que la personne qui te représente n'est pas légitime. Attention, notre démocratie fonctionne avec une démocratie représentative. Par contre, nous, notre job, ma mission, et en tout cas c'est ma conviction, c'est de faire qu'il y ait plus de personnes qui aillent voter, qu'on lutte contre cette abstention, pour que notre démocratie elle soit en meilleure santé et que la diversité des expressions, la diversité des propositions politiques puisse être représentée calmement. Et moi, j'oublie pas que le débat à l'Assemblée, en tout cas parfois on arrive à créer du consensus, 49 lois ont été votées, 149.3. L'exercice est tenu, mais en réalité, on a trouvé une majorité sur le pouvoir d'achat, on a trouvé une majorité sur le nucléaire, on a trouvé une majorité sur des textes qui sont nécessaires. Je pense, par exemple, à l'interdiction sur les réseaux sociaux, beaucoup de la lutte contre la pornographie. Il y a des textes qui créent du consensus. Donc, attention, il y a ces textes-là, et puis il y a les textes budgétaires. Je reviens sur le SNU, qui pourrait devenir obligatoire. Donc, évidemment, ceux qui sont contre, disent que chacun devrait avoir le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Le principe d'un engagement, c'est qu'il soit volontaire. Alors finalement, ce serait plus un engagement que de le rendre obligatoire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, déjà, moi, j'ai pas de... Moi, ma préférence, elle porte sur un SNU qui est accessible à tous et qui ne soit pas réservé aux classes sociales les plus éclairées, les plus outillées pour y accéder. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que je suis plutôt sensible à une grande connaissance de ce projet. Mais sur l'engagement, est-ce que le séjour de cohésion est un engagement? Aujourd'hui, oui, bien sûr, puisqu'on fait le choix d'y aller pendant ses vacances. Si demain, c'est sur le temps scolaire, imaginons. Ce n'est pas un engagement, puisque c'est une information. Mais jamais un engagement ne peut être obligatoire. Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'un enfant, un élève qui a 16 ans et qui est en première, s'il dit non, je ne veux pas le faire, il pourra ne pas le faire si ça devient obligatoire? Non. Remettons les choses en perspective. Aujourd'hui, je dis quoi? Aujourd'hui, le séjour de cohésion, le SNU, c'est quoi? C'est 3 temps. Le séjour de cohésion, la mission d'intérêt général et l'engagement long, celui du service civique, par exemple. Aujourd'hui, puisque le cycle du SNU est totalement sur la base du volontariat, on peut décider de le faire sur son temps personnel. L'engagement est toujours sur un temps personnel. On ne peut pas considérer qu'un engagement... Ça, c'est un premier point. C'est un premier point. C'est un engagement est obligatoirement
sur un temps personnel et on y met. S'il devient effectivement obligatoire au sein de l'école. La mission d'intérêt général ne serait plus obligatoire. Il n'y a pas de raison. Puisqu'elle est au sein de l'école. C'est un jeu de mots, non ? Là, on cherche, on cherche un peu à détourner. Je vous parle de la mission d'intérêt général. La mission d'intérêt général, c'est le temps que le jeune prend pour aller à la SPA ou dans une association sportive ou une association environnementale. Aujourd'hui, elle est dans le cycle complet. Une mission d'intérêt général a vocation à être sur la base du volontariat comme l'engagement personnel. Aujourd'hui, il y a ces deux hypothèses qui sont posées. Celle de la généralisation en évaluant l'opportunité du temps scolaire, c'est une évaluation de l'opportunité, et de l'autre, l'évaluation d'une opportunité de généralisation hors temps scolaire. L'une et l'autre se complètent, alors il y a des avantages dans l'une et des avantages dans l'autre. Moi, ma mission, c'est de trouver les voies et moyens, d'une certaine manière, pour que le maximum de jeunes puissent bénéficier de ce joli dispositif, parce que c'est une expérience de vie. Après, il n'y a aucun totem. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer à l'améliorer. C'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment avec un certain nombre de consultations, de mouvements de jeunesse d'ailleurs, mais aussi d'organisations syndicales d'enseignants ou encore d'associations d'éducation populaire. Aujourd'hui, vous avez tweeté même pour parler du dispositif Discover EU, donc pour l'Union européenne. Pour les jeunes qui nous regardent, évidemment, pourriez dire un petit mot, nous expliquer ce que c'est en fait, ces 35 000 billets de train à gagner pour voyager à travers l'Europe. Vous savez, un peu comme le SNU, d'une certaine manière, je crois à la force de la mobilité. Je pense qu'on grandit quand on se fait des souvenirs en dehors de chez soi, en dehors de son territoire. Et Discover EU, c'est une opportunité en or pour plus de 35 000 jeunes d'avoir des titres de transport leur permettant de sillonner l'Europe, comme on la ferait par exemple à vélo ou dans un projet personnel, mais en utilisant pour le coup le ferroviaire, puisque c'est l'impact carbone le plus bas en plus, donc c'est vraiment un engagement très vert, mais de faire vivre cette citoyenneté européenne. Je sais que c'est le rêve de beaucoup de jeunes, alors du coup... Et pas que les jeunes d'ailleurs. Non, d'ailleurs, mais pour le coup, c'est réservé aux jeunes. Et je me suis dit, mais plus que jamais, c'est une magnifique opportunité. On dit que l'Europe est dans notre quotidien. Notre jeunesse se sent profondément européenne, mais il faut que cette Europe, elle puisse être vécue. Et pour qu'elle puisse être vécue, il faut qu'elle soit accessible et accessible à tous. C'est pour ça que j'ai fait la promotion de ce dispositif. Une façon de s'ouvrir sur le monde, c'est une façon aussi d'ouvrir son esprit et donc de forcément être beaucoup plus acteur au quotidien dans sa citoyenneté et dans son pays. J'en ai la conviction parce que, dans le fond, je crois que quand on découvre d'autres, surtout on lutte contre les autocensures. On élargit le champ des possibles, on découvre d'autres métiers, d'autres formes d'engagement, d'autres formes d'expression, d'autres modèles. Et moi je crois qu'on rencontre aussi parfois des rôles modèles, des gens auxquels on a envie de ressembler ou qui ont fait des choses qu'on ne pensait pas possibles. Vous savez, le nombre de jeunes dans les territoires ruraux qui me disent « mais les grandes écoles, c'est pas pour moi, j'aurai jamais l'occasion, je peux pas louer à Paris, je peux pas louer à Bordeaux, c'est trop loin ». Des jeunes qui n'ont jamais quitté leur département. Comment vous voulez leur dire « mais pourquoi tu t'interdis ?» Mais parce qu'ils ne l'envisagent pas. Et donc notre mission, c'est par l'engagement, mais aussi par l'école, rendre possible ces possibilités de mobilité et même de mobilité européenne. Et de casser l'inégalité des chances. On reviendra sur cette question dans une autre émission. Merci beaucoup Sarah El Haïry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargé de la jeunesse et du service national universel. Merci d'avoir été sur School TV. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain.
En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Muriel Colagrande. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la créatrice de Sound Explorer, une console de jeux audio qui permet de développer le langage, la mémoire et la créativité. J'adore cette idée. On va en parler, mais on va regarder concrètement ensemble. Déjà, on peut prendre cette tablette. Donc, c'est effectivement accessible à n'importe quelle tablette, n'importe quel Android. Concrètement, ce sont donc, dites-moi, des contrôleurs audio. C'est ça, ou des manettes de jeux audio, ou des contrôleurs musicaux. On trouve des capteurs à l'intérieur de ces manettes-là, d'accord, et qui vont permettre à l'enfant ou à l'adulte que je suis de créer des sons grâce, c'est ça, à cette plateforme, à cette application. Exactement. Donc, dans les manettes, on va trouver des capteurs de pression, de mouvement ou de souffle. Elles sont connectées, on les connecte à des jeux audio que nous, on a développés sur tablette. Ça permet de contrôler le son et de jouer à des jeux, plein de petits défis autour du son ou des jeux autour de la créativité. Alors, à partir de quel âge on peut utiliser justement Sound Explorer ? Alors, c'est à partir de 4 ans jusqu'à 199 ans. Donc voilà, nous c'est utilisé à l'école avec des enfants à partir de 4 ans, avec des collégiens aussi, donc voilà, il y a une tranche d'âge assez vaste. Et alors en quoi c'est mieux d'utiliser, ou en tout cas différent d'utiliser Sound Explorer que de prendre tout simplement des instruments de musique classiques qu'on pourrait imaginer tout simplement, je ne sais pas, un piano, une guitare, un violon, une trompette ? Alors justement, je l'ai créé parce que ces instruments ne sont pas forcément faciles à maîtriser pour les enfants, les plus petits, les enfants qui ont des troubles aussi, des handicaps, des troubles de la motricité. Et ils ne permettent pas forcément, du coup, avec un usage simple, de générer des sons complexes. Et pour entraîner l'oreille, il faut vraiment générer des sons complexes. Et donc, on se sert de l'électronique pour simplifier ça. On a parfois des sons pré-enregistrés sur lesquels l'enfant va venir agir, ou d'autres sons où il va créer tout simplement par le geste. Alors, c'est vrai que la musique, en tout cas, oui, la musique, on peut avoir, grâce à n'importe quel instrument, est riche en timbres, en fréquences, en rythme. Et donc, tout cela, ça permet aussi de développer le langage chez l'enfant. Alors, il y a deux choses, voilà. Donc, il y a d'une part tous les jeux qu'on fait autour du sonore et de la musique. Ça permet d'entraîner son oreille sur les fréquences, les rythmes, les timbres. Et ce sont des choses qui sont liées, en fait, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de la discrimination sonore, liée à la discrimination phonologique, donc qui vient en exemple, dans ça le veut langage. Dire quoi ? La discrimination phonologique, ça va être identifier les petits sons de la langue. F, M, A. Et la musique, elle est tellement riche en fréquences et en timbres que, en s'entraînant, on développe les connexions cérébrales liées à l'écoute et ça nous permet de percevoir plus facilement les composantes du langage. Mais avant d'arriver à ce dispositif final, il y a eu une exigence scientifique en amont, il y a eu un travail avec des chercheurs ? Oui, alors nous, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. On travaille avec donc on s'est déjà intéressé aux professionnels qui agissent pour les troubles du langage, orthophonistes, psychomotriciens, des chercheurs en sciences cognitives, en design, des enseignants. Et on a développé, donc nous on arrivait avec nos prototypes, on va dire cette intuition, en leur demandant comment vous pourriez vous en servir. Et on a développé les jeux avec eux. Donc des jeux autour du souffle, parce que dans le langage, c'est pareil, il y a toute la partie de la musculature de la bouche qui est primordiale en fait. L'attention, tout ce qui est concentration autour du son. Et on a avancé avec eux, nous on est des designers, on leur a demandé quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de travailler le plus. Et donc, il y a aussi tout l'aspect mémoire du son. Et vous les aviez testés avec des enfants au départ, avant d'arriver à ce produit final, ou c'est juste avec des scientifiques et des professionnels du son ? Ah non, ça a été tout de suite mis sur le terrain auprès d'enfants, vraiment en situation. Donc ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne très bien et c'est déjà utilisé en classe depuis quelques années. Alors justement, voyons si ça fonctionne. En tout cas, on va tester ensemble. Du terme, évidemment. Oui. Alors, vous voulez lequel des objets ?
Je vais prendre le jaune. D'accord. Oui, je ne sens pas très. Je vais vous laisser souffler dans. Oui, souffler dans le ballon. Ce n'est pas un ballon, donc c'est une petite manette qui sert effectivement à tester tous les instruments pour le souffle. Voilà. On appelle ça des instruments à vent. Exactement. Comme dans une trompette. Exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme idée? Je vous laisse faire. Oui. Alors, surélevez un tout petit peu votre qu'on voit bien. Voilà. Comme ça, on voit un petit peu. Donc, bon, pour le moment, on a une douzaine de jeux développés. Ouais. Donc, on a une partie où ça va être comme des petits défis audio et l'autre qui va être plus sur la créativité. Donc, je vous propose un premier qui est juste pour explorer du son. Il n'y a pas de règle du jeu et vous allez pouvoir jouer avec les sons. Et attendez, je vais vous en mettre un. Alors là, c'est la tambouille. Donc, on fait notre propre tambouille, cher Brandon. Ah oui, oh là là. Voilà, hop. On va faire la tambouille tous les deux, ça va? Vous supportez? Même qu'on n'a pas l'oreille absolue, ça fonctionne aussi. Parce que moi, je suis très mauvais en musique. Ah oui, mais vous pourriez vous améliorer justement grâce au Sound Explorer. Mais bien sûr, c'est conçu pour tout le monde. On va tester. Alors, testons. Donc, je souffle dans cette manette-là, c'est ça? Oui, je peux la poser maintenant. Je peux faire des trucs incroyables avec ma bouche, pardon. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Yannick Noah, là. Ah, tout de suite, il y a une percussion, c'est Yannick Noah. Ah oui, non, mais c'est juste... D'accord. Dans Saga Africa, là, ouais. Ah oui, ok. D'accord. Et alors, je vais dire Ibrahim Malouf dans ces cas-là pour moi, mais je crois que j'en suis un peu loin. Ibrahim Malouf, peut-être. On a quelque chose qui s'en rapproche. Allez-y. Donc là, ça va être sur la puissance du souffle. Donc, vous pouvez souffler plus doucement. Voilà. Ah oui, effectivement. Et je peux vous mettre de la guitare, si vous voulez. Ouais. Donc voilà, donc il y a ce jeu, il n'y a pas de règle du jeu, c'est pour commencer à écouter les sons. Et après, ces sons, on les réutilise dans des mémories sonores, des choses comme ça, les enfants. Ce qui est fabuleux, en fait, c'est qu'on joue, pour le coup, juste. En fait, on ne joue pas juste, mais l'effet de l'application fait qu'on joue juste. Donc peut-être que ça motive aussi les enfants et aussi adultes, pourquoi pas, à s'y mettre. Oui, alors on a gardé une grande variété. C'est-à-dire qu'il y a certains instruments où nous, on a normalisé pour que ça joue juste, et d'autres pas du tout. Donc, ça permet à chacun aussi de faire en fonction de ses compétences, ses envies. D'explorer. Et d'explorer, voilà. Parce que si on joue juste tout le temps, c'est pas rigolo non plus. Et pour vraiment entraîner l'écoute, il va falloir justement arriver à cette justesse. Je peux vous montrer un jeu, par exemple, qui s'appelle Digicode. Oui. Et là, c'est un peu le principe de la dictée de notes. Donc, ça tombe sur vous, puisque c'est avec la manette jaune. Malheureusement. Alors, donc là, voilà, vous avez 3 sons différents sur les boutons. Et... Ah là, j'ai réussi. Vous avez réussi. Ah, mais c'est par hasard. Hein. Ouais, donc je vais vous montrer le modèle. Bravo. Voilà. Pas mal. Ouais, moyen. Oh, là, pas mal. Entendu. Donc voilà, il y a différents niveaux. Donc pour bien que les gens qui nous suivent comprennent, vous reproduisez en fait, Brandon, avec cette manette, le son qu'effectivement la tablette propose. Ouais, avec 3 boutons. Ouais. 3 tonalités. Ouais. Donc là, ça permet de travailler la mémoire, puisqu'il faut mémoriser le modèle. Et puis la reproduction. En plus, c'est sensible, pas besoin d'appuyer très fort. Donc ça, et la reproduction de gestes aussi, parce que c'est aussi... Reproduction de gestes, chose qui est importante en fait dans le développement de l'écoute et des instruments de musique. En fait, il y a vraiment ce lien entre le geste et le retour sonore qui permet à l'enfant de réellement ajuster son geste, voilà, comme n'importe quel instrument. Un jeu aussi qui pourrait se faire à plusieurs, puisqu'il y a 2 manettes, donc on pourrait... Effectivement, vous m'avez parlé de air guitar tout à l'heure, c'est drôle ça. Alors, air guitar, voilà, donc vous grattez les cordes avec la manette. Je gratte les cordes, peu importe comment je prends la manette. Oui, voilà, là c'est ça. Et vous, Brandon, vous avez changé la tonalité. Il faudrait que je fasse un trait. Ça change rien en fait que j'aille à gauche ou à droite. Non. C'est là normalement que ça se joue. Là, et là, c'est Brandon qui a pris en charge cette tâche. Et ça se joue si là je joue. Non, ça change. Là, non. D'accord. On a simplifié. Je me sens vraiment sur scène là. Ouais, c'est vraiment. Ah oui, d'accord, parce que ça reste quand même assez restreint, on est d'accord. J'espère que vous allez voir de meilleurs artistes que moi sur scène. Non mais ça rassure. Quand on n'est pas très bon en musique ou avec les instruments, ça rassure. Bah ça marche hyper bien avec les enfants. Hein. Donc soit en défouloir, soit pour commencer à synchroniser. Et après, on a d'autres jeux où on va pouvoir enregistrer ses propres sons pour créer ses propres instruments de musique.
Et c'est ces jeux-là qu'on utilise aussi pour faire de la création autour de textes. Alors voilà, justement, est-ce qu'on peut se permettre du coup de proposer à nos enfants de connecter leurs consoles entre eux, de connecter donc plusieurs, pourquoi pas tablettes ou consoles, et de créer vraiment une musique, enfin une vraie production musicale? Alors, pour le moment, on peut pas... si les enfants ont plusieurs kits, oui, effectivement, ils peuvent jouer ensemble. Ouais. Et on peut enregistrer ce qu'on veut. Donc on peut faire un groupe. De la voix, ça peut être du son, ça peut être du sonore, de la musique. Donc on peut faire un groupe, on peut charger des sons qu'on aurait préenregistrés. Et aussi, nous, on l'utilise dans une façon assez ouverte. Enfin, voilà, du coup, c'est un numérique qui n'est pas focalisé sur la tablette, puisque nous, dans les ateliers, on amène des instrumentariums, donc avec des maracas, fait avec des rouleaux de papier toilette, des petites guitares à doigts, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment au sens large, c'est ouvert sur l'extérieur, aller gratter un mur pour faire un bruitage. Voilà, il y a plein de possibilités. Alors ça, justement, oui, les enfants adorent, parce que c'est vrai que d'aller chercher en permanence à créer des bruits, comme on le ferait, ou je pourrais le faire maintenant, tout ça, c'est le premier réflexe qu'on a presque en tant que maman quand on a un enfant, ou en tant qu'éducateur, ou enseignant par rapport à la musique. Recréer cela, c'est possible, c'est-à-dire que grâce à Sound Explorer, on peut enregistrer aussi des sons d'extérieur qu'on viendrait ajouter. Tout à fait, et c'est vraiment prévu pour ça. C'est pour ça que c'est la musique et c'est le sonore au sens large. Ça permet d'enregistrer sa voix et de jouer avec. Donc on voit aussi que ça désinhibe beaucoup les enfants, ou d'aller, c'est ça, faire du bruitage. Et du coup, ça éveille sur les sons de l'extérieur, en fait, en se disant, après, dans la vie de tous les jours, ah tiens, ce son-là, ça me fait penser à ça, ça pourrait être un bruitage de vent. Voilà notre objectif. Est-ce que vous avez des objectifs encore aujourd'hui pour développer davantage ce dispositif dans les années à venir? Ouais, alors on a plein d'idées. Donc là, voilà, on a des jeux d'entraînement cognitif et moteur, on a des jeux plutôt sur la créativité où on peut enregistrer ce qu'on veut. Et nous, on commence à concevoir là des histoires interactives. Donc, en fait, c'est comme du jeu vidéo, mais purement audio. Donc, on a les conteuses à histoires qui ont beaucoup de succès. Et là, nous, c'est sur le même principe, sur de la narration, sur des histoires, sauf que l'enfant, il va être actif tout au long. La boîte à histoires, mais version musicale. C'est la version jeu vidéo, jeu interactif musical, quoi. Merci beaucoup, Muriel Colagrande, d'avoir été avec nous et de nous présenter donc ce kit. Ce kit, on peut dire le prix ou pas? On peut dire comment on le trouve? Alors on le trouve sur notre site ovaum.com, et actuellement on a lancé une campagne de précommande sur Kickstarter, donc une plateforme de financement participatif, et on le propose au tarif de 79 €. Donc c'est qu'on prend les 2 manettes plus les 12 jeux. Voilà, et puis il y a plein d'heures de jeu en perspective. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sound Explorer. On a été très bons, je crois, sur la trompette, la guitare. Non, vous avez reconnu. Vous avez divinement reconnu, effectivement, et refait du hasard. Le son. Non, on ne dit pas ça quand on a le talent, vous savez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va vous retrouver, cher Brandon, parce que c'est l'heure de votre chronique. Brandon, dans votre chronique et avant, vous avez décidé aujourd'hui de revenir sur l'histoire d'un incontournable de nos programmes scolaires. Il s'agit évidemment de Molière. De Molière, évidemment, avec la journée internationale du théâtre. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté de notre héros national, le porte-étendard de la culture française. Alors, Molière, il est décortiqué dans les écoles, les collèges, les lycées depuis la création des programmes scolaires en 1803. Alors, on en a beaucoup parlé l'an dernier à l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière, le 15 janvier 1622. Mais à ce moment-là, à sa naissance, Jean-Baptiste Poquelin n'était pas encore Molière. Il est issu d'une famille extrêmement riche, et grandir forcément au sein de l'élite bourgeoise vous donne des idées et vous permet aussi des rencontres. Et son destin bascule lorsqu'il a 21 ans. En 1643, il croise la route de la famille Béjart. C'est une famille de comédiens très connus, très implantés dans la capitale à cette époque. Et grâce à eux, il découvre le théâtre. Et pour lui, c'est une révélation. Mais sa famille, qui est très pratiquante, très conservatrice, le met en garde. À cette époque, il faut dire que les comédiens sont considérés comme des parias par l'Église. Donc forcément, les comédiens se cachent derrière un pseudonyme. Et là, Jean-Baptiste Poquelin va choisir le pseudonyme de Molière pour débuter sa nouvelle carrière d'acteur-comédien. Et alors, on sait pourquoi il a choisi ce pseudonyme-là, Molière? Non, malheureusement, on ne sait pas vraiment pourquoi Jean-Baptiste Poquelin a choisi Molière. Il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que le biographe le plus ancien de Molière a dit, début XVIIIe siècle, qu'il n'avait jamais voulu en parler à ses amis. 3 raisons, 3 hypothèses existent encore aujourd'hui. La première, c'est un village du Gard qui s'appelle Molière-sur-Cèze, que Molière connaissait très bien parce qu'en fait, lui,
lorsqu'il traversait la France avec sa troupe, l'Illustre Théâtre, il s'y rendait très souvent. On a aussi l'idée d'un écrivain très en vogue à l'époque, François de Molière, et on parle aussi d'un danseur, un luthier, compositeur, Louis de Molière, qu'il a connu durant son enfance, forcément avec cette famille très bourgeoise. Alors, ses débuts au théâtre, on en parle, ils sont clairement, j'allais dire catastrophiques, il dit très difficiles. Très difficile. En 1643, il fonde la troupe l'Illustre Théâtre, qui tourne dans les différents quartiers de la capitale. Forcément, c'est très difficile de se faire une place à côté des concurrents, des institutions de l'époque. Alors, Molière fait faillite avec son institution. Il va faire quelques semaines en prison, derrière les barreaux, et c'est son père qui va payer justement la dette pour qu'il sorte. Son père, qui aurait adoré que Molière prenne la succession, qui était marchand tapissier pour le roi Louis XIII. Il sort de prison, il quitte Paris et rejoint le sud de la France, la province, et là il sillonne différentes villes, différents bourgs pendant 13 ans avec sa troupe. Il faut attendre 1658 pour le retrouver sur les planches de la capitale. Il va jouer pour la première fois devant le roi Louis XIV. D'accord, et alors il manque quelque chose à Molière pour vraiment exploser. Oui, il manque quelque chose, il manque un blockbuster, il manque une pièce qui explose, dont tout le Paris va parler à cette époque. Et cette pièce, c'est Les Précieuses Ridicules. Nous sommes en 1659. Une pièce qui frappe un grand coup, plutôt 3 coups. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, les précieuses, c'est une insulte très à la mode. Une insulte... misogyne, clairement. Oui, très misogyne, évidemment. Oui, oui. Pour discréditer les femmes qui ont l'audace de vouloir parler, de vouloir écrire, de vouloir être libre. Forcément, à l'époque, c'est très difficile. Et en quelques années, le tout Paris se presse pour assister à ces précieuses qui ridiculisent tous ses concurrents. Et bientôt, tous les succès vont s'enchaîner. L'école des femmes, le Misanthrope, Amphitryon, l'Avare, Tartuffe, le Bourgeois gentilhomme, les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire. Au total, 33 pièces durant sa carrière d'une trentaine d'années. Est-ce que vous avez une pièce qui vous marque plus qu'une autre aujourd'hui? Alors, c'est vrai que j'avais adoré Les Précieuses Ridicules, mais peut-être Tartuffe, je dirais. Tartuffe, mais justement, c'est la pièce à scandale à l'époque. Pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, c'est l'histoire d'un homme, Tartuffe, un hypocrite, qui va manipuler son hôte, Orgon, qui est joué par Molière à l'époque, un homme très naïf qui va jusqu'à offrir le gîte et le couvert et l'hôtel à son aventurier. Molière va offrir la main de sa fille à ce Tartuffe qui, lui, en fait, tente de séduire la femme de Molière. Donc, voilà, il y a une concurrence à ce moment-là. L'hypocrisie de Tartuffe à l'époque, il faut dire que c'était un personnage ecclésiastique et non un aventurier, sauf que cette pièce, forcément, il n'y avait pas encore la séparation de l'Église et l'État. L'Église va interdire cette pièce, va jouer de son influence sur le roi Louis XIV qui l'interdit. La pièce va être remaniée pendant de nombreuses années et 5 versions, et ensuite la version actuelle que nous connaissons aujourd'hui va voir le jour, mais l'ecclésiastique Tartuffe devient un simple aventurier. C'est devenu même une expression. Alors il y a un autre événement évidemment qui marque tous les esprits aujourd'hui, c'est la mort de Molière. La mort de Molière, 17 février 1673. Alors, selon la légende, Molière serait mort sur scène après la 4e représentation du Malade imaginaire, dans le rôle d'Argan, ce personnage assez fou. Bon, cette histoire, elle est très belle, mais cette histoire est fausse. Ce jour-là, il était certes très malade, il a fait un malaise dans les dernières minutes de cette représentation, mais il n'est pas mort sur scène, comme aurait aimé aussi Dalida. Il est mort chez lui quelques heures plus tard. À l'âge de 51 ans, il avait contracté une tuberculose quelques années plus tôt. Et la mémoire de Molière va marquer jusqu'à son enterrement. L'acte se poursuit puisque Louis XIV va intervenir en personne pour que le prêtre de l'époque accepte l'inhumation chrétienne de Molière. Il faut savoir qu'à l'époque, forcément à cause de son métier de comédien, on ne peut pas enterrer religieusement les hommes comédiens. Donc des obsèques secrètes, clandestine qui se déroule la nuit, et forcément pour ne pas provoquer un scandale à l'époque. Et comme dit l'expression, quand on croit que tout est fini, il y a toujours un rouge-gorge qui se met à parler. Le rouge-gorge ici en France aujourd'hui, c'est Francis Huster, le comédien, qui se bat depuis de nombreuses années pour faire entrer Molière au Panthéon. Et avec cette année, en 2023, le 350e anniversaire de la mort de Molière, 1673-2023, peut-être que le président de la République, Molière, offrira un nouveau personnage, une nouvelle éternité, une 5e peut-être après Antoine et Simone Veil, Maurice Genevoix et Joséphine Baker en novembre 2021. Pierre et Marie Curie et plein d'autres. Oui. Merci beaucoup Brandon. Tout de suite, on va retrouver l'invité de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Mélanie Page. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne. Oui, tout à fait. Le grand public vous a découvert au début des années 2000 dans Sous le soleil.
Tout à fait. Et puis après, une grande carrière, on vous a vu au cinéma, beaucoup au théâtre. Oui. Ces dernières années, dans les pièces comme Black Comedy et Brexit Sentimental. Ça, c'est les 2 dernières, oui. Et puis sur TF1 depuis novembre, dans la mini-série Les Disparus de la forêt. Qui est de la forêt noire, oui, qui a cartonné, on est hyper contents. Avec Hélène de Fougerolles, Grégory Fitoussi ou encore Tchéky Cario. Tout à fait. Et là, vous êtes en tournée alors? Je suis en tournée avec Black Comedy. Donc avec Virginie Lemoine, ma partenaire qui avait joué à Paris déjà avec moi dans cette pièce. Guillaume Santou a remplacé Arthur Junio. On a Camille Lavabre aussi avec nous depuis la tournée. Ça se passe super bien, une super ambiance. On est content, on est complet partout. En province, le théâtre se porte très bien. D'autres projets dans les prochains mois? Ouais, plein, mais rien de complètement sûr, mais vraiment plein de projets au théâtre. D'accord. Donc d'autres pièces? Ah oui, plein d'autres pièces. Ouais. Et puis aussi un projet télé assez ambitieux, mais qui n'est pas encore signé non plus. Je ne peux pas dire grand-chose de concret. Aussi ambitieux que la série? On a vu la sur TF1? Plus? Ouais. Enfin, mon rôle serait vraiment beaucoup plus... Un rôle principal. Ouais, voilà. Mais ceci dit, je crache vraiment pas sur les rôles secondaires qui peuvent être hyper intéressants. Par exemple, dans L'école de la vie, une série sur France 2, dont on a déjà fait la saison 1, on vient de faire la saison 2 qui va passer au printemps, je pense, où je fais une prof de maths. C'est un rôle secondaire, mais vraiment hyper... Une prof de maths, alors? Une prof de maths. Et ça s'appelle L'école de la vie. Est-ce qu'on n'est pas dans le sujet? Complètement dans le sujet. Vous avez rêvé de jouer une prof? J'ai adoré parce que c'est une prof de maths vraiment pas évidente. Donc en fait, j'y mets tout ce qu'on aimerait. Enfin, elle est hyper dure, hyper sévère, hyper cash avec ses élèves. Du coup, il y a vachement d'humour, elle sourit jamais. Mais en même temps, c'est une super prof, hyper crainte par les élèves, mais super prof. Et même crainte par ses collègues. Mais t'aurais aimé être prof? Franchement, dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, prof de maths, non. Mais prof, oui. D'ailleurs, je pense qu'un jour, en fin de carrière, un peu, je serai prof de théâtre. De théâtre, oui, ok. Clairement, j'adore ça. J'ai déjà un peu donné des petits cours à des copains de mes enfants, j'ai fait des petits stages comme ça. J'adore ça, j'adore. Bon, on va arrêter de se projeter. Ouais. On va faire un petit retour dans le passé, si tu es d'accord. Ouais. Pour commencer, déjà, tu as plusieurs origines. Britannique, australienne, mais tu es née à Paris. Oui, tout à fait. Donc, je suis bilingue. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Ouais. Donc, j'ai appris le français en maternelle. Je me souviens au tout début, forcément, quand j'étais en petite section, parce que je me souviens très bien de ma petite enfance. Petite enfance, ok. Très bien. Donc, je me souviens de petite section, moyenne section, grande, tout. Petite section. Ouais. Vraiment, parce que j'étais pas dans la même... On avait changé de locaux entre la petite et la moyenne, et je me souviens vraiment des locaux de la petite, donc vraiment... J'aurais aucun souvenir de ça. Ah non, mais très clairement. Je me souviens même où était le petit supermarché en plastique, où chacun voulait être la caissière. Je me souviens de tout. Ça dans l'école? Oui. Dans la classe? Dans la classe, ouais. Je me souviens des coussins où il fallait faire la sieste. T'as une très bonne mémoire? Très bonne mémoire, c'est vrai. Mais du coup, tu as grandi à Paris? J'ai grandi à Paris, mais je me souviens qu'au tout début, donc première année d'école, je parlais pas vraiment français, j'ai appris à l'école, mais on apprend très vite à cet âge-là. Mais je me souviens de la maîtresse qui me faisait comme ça sur la tête, il disait « Ah, ma petite anglaise !» Et je détestais ça. Et je me suis dit très très vite, il faut parler français comme les autres. Et quand tu as pu parler français, tu lui as dit d'arrêter. Non, mais quand on est petit, on n'ose pas, mais en tout cas, je m'en souviens. Et du coup, quel rôle ça a eu, ces origines, dans ton éducation? Je crois que c'est génial d'avoir plusieurs origines parce que c'est une ouverture sur le monde tout de suite. Déjà, j'ai toujours habité à Paris, mais j'ai vu Paris aussi à travers des yeux de touristes, d'étrangers qui aimaient cette ville autrement que comme des Parisiens qui la voient pas, voilà, qui sont blasés. Et donc, j'ai toujours trouvé Paris très beau. J'ai toujours visité Paris. Quand on avait de la famille qui venait, on faisait les musées, comme des touristes. J'ai monté la Tour Eiffel 10 fois, alors que les Parisiens ne le font pas, quoi. Donc, je pense que d'avoir plusieurs cultures, ça ouvre sur le monde. Et puis surtout, on est quand même différents suivant... Mais après, tu n'as jamais quitté Paris, au final? Non, je suis partie 9 mois à Londres. Mais sinon, non, franchement, c'est une ville magnifique. C'est extraordinaire de vivre ici. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Mélanie Page. À demain.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver. Pour revoir les émissions, et bien évidemment, schooltv.com. Merci Brandon d'avoir été avec nous. Merci bien. Et merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Kylian Soula. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, c'est Emma Razafindra-Lambeau, Emma Guessel et Agathe Delannoy. À la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.